Bonjour à tous et à toutes, collégiens et collégiennes de Tronget. Bienvenue pour cette nouvelle séance consacrée à la séquence 2 du programme de MC de la classe de 4e intitulée La liberté, les droits et l'élaboration de la loi en France. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble, bande de vénards et de vénardes, les rapports entre la liberté et la loi. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très important pour votre formation de citoyen, et ça n'est pas quelque chose de si difficile que cela à comprendre. Grand C, la liberté et son rapport à la loi. Et pour que cela devienne concret pour vous, pour que cela ne reste pas un titre un peu brumeux, un peu abstrait, un peu philosophique, la problématique du jour, elle, va être très concrète. Comment la loi arbitre-t-elle en France les conflits de voisinage liés au bruit et aux nuisances sonores? Ça, le bruit, c'est quelque chose de concret et ça devrait pouvoir parler à tout le monde. Tais-toi, Chewbacca, tu fais du bruit. Alors, comme vous pouvez le constater sur la diapo que vous avez sous les yeux, revoilà le célèbre tableau représentant le texte de la déclaration de la DDHC, autrement dit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au tout début de la Révolution française. Et c'est pas uniquement pour faire joli, mais tout simplement parce que ce texte va nous servir de point d'appui pour définir à la fois ce que c'est que la liberté, mais aussi ce que c'est que la loi, et du coup, quel peut bien être le rapport entre la liberté d'un côté et la loi de l'autre. En effet, les députés des anciens États généraux reconvertis en Assemblée nationale constituante ont pris la peine de commencer par lister les principaux droits de l'homme et du citoyen tels qu'ils les concevaient à la fin du XVIIIe siècle dans l'esprit de la philosophie des Lumières. Donc pour mémoire, je rappelle ce sublime article 1 qui veut tout dire. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Autrement dit, oui, bien sûr, il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, plus d'autorité que d'autres, plus de, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'importance à un moment ou à un autre que d'autres, comme par exemple en ce moment cette crise de pandémie, on le voit bien avec la vaccination, les médecins, les personnels de santé sont actuellement très 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 utiles pour l'intérêt de tous, donc il est normal qu'ils soient vaccinés en priorité avant tout le monde, parce que si les personnels de santé tombent malades, qui nous soignera? Donc ça ne remet pas en cause ni la notion de liberté, ni la notion d'égalité qui sont associées aux droits de l'homme et du citoyen. L'article 2 dresse aussi la liste des droits, en particulier le droit à la liberté, à la propriété, à la sûreté, c'est-à-dire à la sécurité, le droit à la vie et à la sécurité, et la résistance à l'oppression, c'est-à-dire que si quelqu'un tente de vous priver de vos droits et libertés, injustement bien sûr, eh bien vous avez le droit moral de résister et de vous battre pour demeurer libre et égaux, puisque ce sont des droits qui sont naturels et imprescriptibles, c'est-à-dire sans limite de temps, des droits qui vous sont accordés, des droits et libertés qui vous sont accordés à vie et que nul n'a le droit de vous retirer injustement,
puisque c'est le but de toute association politique de conserver les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Autrement dit, le but de toute société civilisée, c'est de faire en sorte que les gens soient les plus libres et égaux possibles. Alors, l'article 4 est réellement l'article central pour nous, pour notre étude de MC d'aujourd'hui, puisqu'il va définir très clairement ce que c'est que la liberté. Et la liberté, c'est pas nécessairement ce que l'on croit. Parce que si je vous demande spontanément, sans réfléchir plus que cela, de me dire ce qu'est pour vous la liberté, il y a bien des chances pour que vous répondiez la même chose que moi, pour que vous répondiez ce que tout le monde à votre place répondrait instinctivement, c'est-à-dire la liberté, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et je n'ai de compte à rendre à personne. Et ça, c'est la fausse définition de la liberté. Et c'est bien d'ailleurs ce qui est un peu remis en cause aujourd'hui avec la crise sanitaire de la Covid, c'est que cette définition-là est une définition purement égoïste au sens premier du terme. Égo en grec qui a donné l'adjectif égoïste, ça veut dire je, moi, personnellement, tout seul. Or, moi, personnellement tout seul, ça ne fonctionne que si vous êtes naufragé sur une île déserte comme Robinson Crusoe. Si vous n'avez de compte à rendre à personne, effectivement, vous êtes votre petit monarque absolu et votre petit esclave personnel en même temps. Effectivement, ça peut correspondre à une définition de la liberté. Mais à partir du moment où vous et moi, nous vivons en société, c'est-à-dire que nous vivons avec d'autres, eh bien, la définition de « je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux », eh bien, ça ne peut plus fonctionner. Du coup, l'article 4 nous donne la vraie, seule, bonne, valide, valable définition de la liberté, qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, autrement dit, tout ce qui ne dérange pas autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne, autrement dit de limite, que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Autrement dit, tant que je ne dérange personne, je suis libre de faire ce que je veux, mais à partir du moment où je commence à déranger les autres, qui ont aussi le droit de pouvoir faire ce qu'ils veulent, eh bien je dois, de moi-même autant que possible, m'arrêter et ne pas gêner les autres. Et si je ne le fais pas de moi-même, eh bien c'est la loi qui se chargera de borner, c'est-à-dire de limiter mes droits, puisque la dernière phrase de l'article 4 précise que ces bornes, ces limites aux libertés, ne peuvent être déterminées que par la loi. Donc vous voyez que la liberté contient en elle des limites. Et que du coup, encore une fois, la fausse définition du « je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux », par définition, c'est la liberté sans limite. Oui, mais ça, c'est pas la liberté. C'est le caprice personnel. Ceci dit, il faut que la loi ne soit pas elle-même liberticide. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la loi soit tueuse des libertés et droits de l'homme. C'est pour ça que l'article 5 s'empresse de préciser que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Je n'ai pas le droit, par exemple, de braquer une banque parce que je suis en manque de liquidité et que j'ai envie de me remplir le portefeuille. Bon, ça tout le monde comprendra que braquer une banque, c'est nuisible à la société, c'est dangereux pour moi et pour les autres. En revanche, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. C'est-à-dire par exemple que vous n'avez pas le droit de vous promener tout nu dans la rue, hein, vous comprenez bien pourquoi, d'ailleurs ce ne serait pas prudent en plein hiver, mais vous tomberiez sous le coup de l'exhibitionnisme sexuel, vous pourriez offenser la vue des autres, y compris celle des enfants. Bon, donc on peut comprendre qu'il soit interdit de se promener tout nu dans la rue, mais en revanche, chez vous, dans votre jardin, du moment que vous n'avez pas de vis-à-vis, qu'il n'y a personne pour vous observer,
depuis la rue par exemple, eh bien vous pouvez parfaitement vous promener tout nu dans votre jardin ou chez vous. Tout simplement. Cependant, si le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a défini clairement ce que c'est que la liberté et ses limites, ainsi que le rôle de la loi pour justement borner, limiter les libertés individuelles pour qu'elles soient acceptables dans le cadre d'une vie sociale, d'une vie en société, en collectivité, il reste une dernière difficulté, c'est de définir ce qu'est la loi elle-même. Hein, parce que quand on voit dans les séries télé, dans les films, les policiers hurler en courant après un criminel, au nom de la loi arrêtez-vous, oui d'accord, mais la loi, ou au nom de la loi je vous arrête, d'accord, mais c'est quoi la loi? Eh bien l'article 6 de la DDHC vient à nouveau à notre secours et nous donne la définition la plus simple, la plus commode que je connaisse des définitions de la loi. La loi est l'expression de la volonté générale. C'est-à-dire qu'elle est l'expression, alors faut pas rêver, pas de tout le monde, parce que bien sûr, tous ceux qui sont en délicatesse avec la loi, tous ceux qui violent ouvertement la loi, évidemment qui ne sont pas pour la loi, ça va de soi. Mais la grande majorité des gens sont, comment dirais-je, d'accord avec la loi, parce qu'ils savent que la loi, elle est faite dans leur intérêt, dans l'intérêt du plus grand nombre. Ben, si par exemple il est interdit de fumer dans les lieux publics, c'est pas pour pourrir la vie des fumeurs, c'est tout simplement pour permettre aux fumeurs, même malgré eux d'une certaine manière, de ne pas fumer à tout bout de champ partout, et aussi protéger les non-fumeurs des vapeurs nocives du tabac, tout bêtement. Donc la loi est l'expression de la volonté générale, ou du moins du plus grand nombre, et du coup, la loi est acceptable parce qu'elle est dans mon intérêt personnel et dans l'intérêt collectif, et ce qui explique qu'elle doit être la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse, parce qu'évidemment, si la loi est à géométrie variable, si la loi m'impose des contraintes à moi, mais pas à mon voisin ou à ma voisine, évidemment, là, ça devient insupportable et on ne tombe plus dans la protection des droits, mais dans l'entretien de privilèges. Et là, on revient dans une situation qui est celle d'avant la Révolution et qui n'est pas acceptable. Ce qui est acceptable dans le droit, c'est qu'il est le même, c'est que les droits sont ouverts à tous, parce que la loi qui encadre les droits est la même pour tous. Si c'est pas la même loi pour tout le monde, avec des libertés plus grandes pour les uns et plus réduites pour les autres, là évidemment ça n'est pas acceptable. Tiens, un petit mot, un petit commentaire sur la partie imagée du tableau. Vous voyez sur votre droite la liberté, avec une paire d'ailes dans le dos, et oui, les ailes de la liberté, qui, alors, c'est pas Harry Potter hein, ou Hermione, elle n'a pas une baguette magique à la main, mais ça revient presque au même, c'est le sceptre de la souveraineté populaire. C'est pas le sceptre des rois de France, c'est le peuple qui, par son autorité, et aussi avec la complicité de ce que Robespierre appellera plus tard l'être suprême, le grand horloger de l'univers, hein, de Voltaire, hein, le triangle avec un œil au milieu, eh bien la souveraineté populaire et l'être suprême vont permettre à la France, qui est le personnage de gauche, qui est l'allégorie féminine qui se trouve à gauche, qui est revêtue des couleurs de Paris, hein, même du drapeau tricolore d'une certaine manière, puisque le blanc, le bleu et le rouge sont associés à ces vêtements. Et on voit que la France, alors il ne faut pas se tromper, elle n'est pas en train de s'accroupir, elle est en train au contraire de se redresser, elle s'apprête à se mettre debout, parce qu'elle vient de briser ses chaînes, les chaînes qui faisaient d'elle une esclave, les chaînes qui faisaient d'elle qu'elle était sujette, soumise à l'absolutisme. Cette France qui devient libre et qui regarde dans les yeux sa libératrice, c'est-à-dire la liberté. Et la liberté désigne la pique révolutionnaire coiffée du bonnet phrygien,
la pique révolutionnaire qui rappelle que c'est par la force que le peuple a arraché sa liberté à ceux qui ne voulaient pas la lui accorder. Alors, nous n'allons pas attendre la fin de la séance pour nous livrer à notre exercice, j'allais dire quotidien, que la France entière nous envie. Je vais vous demander de relire le texte de la DDHC. Alors, je ne vous fais pas étudier les 17 articles, hein, j'en ai gardé quelques extraits d'une demi-douzaine à peu près, les plus importants pour notre séance. Et en fait, c'est une sorte d'analyse de texte auquel je vais vous demander de vous livrer. Il va falloir surligner chacune des phrases, surligner de 3 couleurs, hein, ça va donner un petit côté africain coloré à notre texte. En vert pour ce qui concerne la définition de la liberté. En jaune pour ce qui concerne l'évocation des libertés et des droits. Et en rouge, ce qui définit la loi et son rôle, et en particulier son rôle de limiter les libertés dans l'intérêt de tous et de chacun. Mettez-moi sur pause, vous allez voir, c'est peut-être plus long que difficile. Alors voilà le corrigé, hein, qui pique un peu les yeux au niveau de la couleur. Mais bon, c'était pas très difficile. L'article 1er évoque les libertés et les droits, l'article 2 aussi. Hein, bah oui, le DDHC c'est une déclaration des droits, hein, comme son nom l'indique, c'est les 2D du début de l'acronyme. Après, l'article 4 est celui qui définit ce qu'est la liberté. L'article 5 et l'article 6 évoquent la loi, c'est marqué en toutes lettres avec un L majuscule, et définit son rôle. Quant aux articles 10 et 11 dont on a déjà parlé auparavant, bah, ce sont des articles qui évoquent les libertés et les droits, et pas n'importe lesquels, puisque l'article 10, c'est celui qui a offert aux Français la liberté de conscience, mis fin à l'édit de Fontainebleau et permis aux Français d'être autre chose qu'obligatoirement catholiques. Et l'article 11, c'est l'article cousin. Là, c'est plus la liberté de conscience, mais c'est lié, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, celle que réclamaient à corps et à cri les philosophes des Lumières, à commencer par Voltaire avant la Révolution, cette liberté d'expression qui donne aussi naissance, fort logiquement, si on y réfléchit bien, à la liberté de la presse en France. Toujours dans la limite imposée par la loi, c'est-à-dire qu'un journaliste, un Jean-Paul Marat par exemple, qui écrirait quelque chose qui dépasserait les limites de l'acceptable aurait à répondre de l'abus de sa liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors tout ça c'est bien beau, me direz-vous, mais ça reste quand même un peu abstrait, très littéraire, hein. On vient d'étudier un vieux texte qui n'a pas pris une ride, mais qui quand même remonte à plus de 2 siècles, d'accord. Mais je vous avais promis que la séance serait concrète et nous allons maintenant appliquer la théorie un peu philosophique, abstraite, littéraire du texte et nous allons maintenant l'appliquer à une situation concrète, c'est celle des méfaits du bruit. Oui, Chewbacca, tu as raison, mais arrête de faire du bruit. Donc, que voyons-nous ? Eh bien, nous voyons tout d'abord quelque chose auquel vous, public jeune, vous n'êtes pas forcément encore très sensible, mais vous verrez, en prenant de l'âge, vous deviendrez plus sensible au bruit et vous vous rendrez compte que le bruit, eh bien, ça peut provoquer des méfaits. Tout simplement parce qu'il y a une échelle des bruits et que plus on va monter haut dans l'échelle, eh bien, plus le corps humain, vos petites oreilles vont subir le contre-coup. C'est pas pour rien que quand vous achetez un lecteur MP3 par exemple, eh bien vous avez obligatoirement une information qui s'affiche à l'écran quand vous voulez monter le son très très fort, qui vous précise que vous risquez votre santé, que vous risquez même de devenir sourd. Si vous écoutez de manière trop prolongée et trop violente bien, un son quelconque, une musique quelconque, parce que à partir de 90 décibels, puisque c'est l'unité de mesure du bruit, eh bien, on commence à ressentir une gêne,
Et au-delà de 110, le bruit devient dangereux pour la santé parce qu'il correspond à une soirée en discothèque. Et alors à partir de 140, c'est un avion en plein décollage et là ça devient dangereux, très dangereux. Vous aurez noté la belle faute d'orthographe, décidément le français est une langue difficile, la belle faute d'orthographe que l'on trouve à la troisième ligne de la colonne de droite, trafic routier, ça prend qu'un seul F. Et alors ce qui est embêtant avec le bruit, et ça on s'en rend pas forcément toujours compte, ni les mineurs ni même les adultes, c'est que le bruit peut entraîner des problèmes de santé qui peuvent être très graves. Alors ils peuvent être très variés, hein. Ça fatigue, ça peut empêcher de dormir, ce qui ne va pas régler les problèmes de fatigue, ça va de soi. Mais ça provoque des migraines, et ça, il n'y a que la moitié des Français visiblement sondés qui en ont l'air convaincus. Les acouphènes, ça c'est quand vous commencez à avoir des sifflements dans les oreilles. Alors si les acouphènes passent, bon, c'est pas une nuisance bien embêtante. S'ils ne passent pas, alors là, vous pouvez devenir sourd parce que c'est quand même toujours embêtant d'avoir un sifflement en permanence dans les oreilles. Surtout que ça peut aussi vous provoquer des problèmes de vertige, de perte d'équilibre quand ça attaque l'oreille interne. Vous demanderez à Madame Brassamin de vous l'expliquer plus scientifiquement que moi. Et le bruit, il est partout, parce que le bruit, qu'on le veuille ou non, le bruit fait partie de la vie quotidienne, puisque le bruit, même si les gens ne s'en rendent pas compte, il est à l'école. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne mange plus à la cantine, parce que j'en ai marre de manger dans le bruit que vous faites. Je peux comprendre que vous fassiez du bruit, d'ailleurs, hein, c'est une récréation pour vous, mais bon, ça devient juste insupportable. Le bruit, il est partout, à domicile, dans la rue, bon. Et on n'en a pas toujours conscience, ni conscience des conséquences pour les risques pour la santé. Alors justement, quel rapport entre la séance de MC et le bruit? Eh bien j'y viens. C'est que le bruit peut aussi entraîner, quand il est volontaire, une nuisance sonore. Et par exemple, quand vous êtes le riverain, c'est-à-dire le voisin d'un quartier, alors vous me direz en ce moment avec la pandémie, le couvre-feu, le confinement, les habitants de ces quartiers en ce moment normalement n'ont pas trop à se plaindre, d'accord, mais dans la vie d'avant, et puis on peut l'espérer dans la vie d'après, quand tous les lieux de plaisir, de spectacle, les cafés, les restaurants, etc. auront ouvert, eh bien se reposera le problème des nuisances sonores telles qu'on peut le concevoir par exemple à Paris en pleine nuit dans le quartier dit de Pigalle qui est à la confluence des 9e et 18e arrondissements de Paris. Là, la photo n'a pas été prise n'importe où, il est vrai, elle a été prise devant la porte d'entrée du Moulin Rouge, le cabaret ô combien célèbre, un des plus célèbres au monde, puisqu'il met en scène des jeunes femmes très très légèrement vêtues, et qui attirent des touristes, mais alors du monde entier. Ce quartier est aussi le quartier de la prostitution, le quartier de la drogue, enfin il y en a d'autres, mais c'est un quartier très chaud, hein, comme on dit familièrement dans Paris, donc forcément extrêmement bruyant, particulièrement bruyant la nuit, parce que c'est un quartier qui vit la nuit d'ailleurs. À la limite, si on veut être tranquille, il vaut mieux visiter Pigalle le jour, quand tout est fermé et que les gens dorment. Donc le problème, c'est que à côté de ça, il y a des gens qui vivent dans ce quartier parce que ils peuvent pas vivre ailleurs, hein, simplement parce qu'ils y habitent, et qu'ils ne peuvent pas forcément vivre la nuit parce qu'ils travaillent le jour. Et oui, tout le monde ne peut pas tenir un cabaret, tout le monde ne peut pas vivre la nuit. Et donc le phénomène s'est aggravé avec l'extension des terrasses de café pour les fumeurs, puisque la loi interdit dorénavant aux fumeurs de fumer dans les lieux à l'intérieur d'un lieu fermé. Donc des cafés des bars de nuit ont tendance à contourner la loi
en offrant des terrasses qui sont guère moins fermées que les locaux, mais qui leur permettent de ne pas craindre les foudres de la loi. Mais les fumeurs, ils fument, mais ils bavardent, et puis s'ils en ont un petit coup dans le nez, comme c'est souvent le cas en pleine nuit, dans un bar de nuit, ils parlent fort. Ils rient et voilà, ils parlent fort, c'est la vie quoi. Mais du coup, quand vous habitez à l'étage et que vous voulez ouvrir vos fenêtres parce qu'il fait 35 degrés en pleine nuit, vous pouvez plus. Donc on arrive à des situations de nuisances sonores qui sont très mal vécues par les populations locales. Et par exemple, 10 associations de riverains de quartiers aux fortes nuisances sonores se sont réunis pour créer un réseau qui s'intitule Vivre Paris et qui font remarquer que Paris a la réputation d'être une ville qui s'endort, une ville endormie. Alors pourquoi tant se plaignent-ils de difficultés à dormir du fait de l'augmentation des nuisances sonores nocturnes ? Ils font valoir qu'il y a des gens qui doivent se lever tôt pour travailler, des enfants qui ont absolument besoin de 8 à 9 heures de sommeil par nuit, même s'ils ne veulent pas se coucher, des personnes âgées, malades, fragiles, ou même des personnes pas âgées mais qui sont aussi malades et fragiles d'ailleurs. Leur reconnaît-on la liberté de dormir la nuit, ou cette liberté dépend-elle du bon vouloir des commerces environnants ? Et là, si vous m'avez bien suivi, nous revenons dans ce qu'on pourrait appeler un conflit de liberté. La liberté des uns, c'est-à-dire celle de vouloir dormir tranquille, se heurte à la liberté des autres, c'est-à-dire celle de vouloir faire la fête, j'allais dire à tout prix. Et alors là, comment fait-on ? Parce que du coup, j'allais dire presque dans le camp d'en face, on va aussi monter un collectif qui s'intitulera Nuit Vive, et qui a aussi des arguments à faire valoir. Dans un pays des libertés et des droits de l'homme, faire la fête, après tout, c'est un droit. Nous, artistes et professionnels de la nuit à Paris, souhaitons alerter la population sur les pressions que nous subissons dans les problèmes de voisinage et de nuisance. La loi du silence généralisé est en passe de reléguer Paris au rang de capitale européenne du sommeil, menaçant nos entreprises et nos emplois. Il est vrai par exemple que Paris a un peu perdu de sa superbe en ce qui concerne sa réputation de fêtarde au profit de Londres, mais aussi de Berlin. Je me suis laissé dire, parce que moi je ne suis pas du tout un fêtard, mais je me suis laissé dire que si on voulait faire la fête aujourd'hui, il faut se rendre à Berlin. Sans parler des discothèques d'Ibiza qui sont mondialement connues, mais là c'est pour les fêtards professionnels. Les amendes et les pertes d'autorisation d'ouverture de nuit se comptent par centaines chaque année. Oui, il arrive que des établissements soient fermés par décision du préfet. C'est une sanction administrative pour punir des professionnels qui ne respectent pas la loi, qui troublent le voisinage, ce qu'on appelait dans le temps le tapage nocturne. Mais je vous le signale parce qu'il y a des adultes qui ne le savent pas, il y a des gens qui pensent, allez savoir pourquoi, qu'on a le droit de faire un bruit excessif exagéré en journée, du moment qu'on ne fait pas de bruit exagéré la nuit. Mais en réalité, non. En réalité, on n'a pas le droit de faire du bruit de manière exagérée, même en journée. Bon, simplement en journée, il y a une tolérance plus grande de la part des gens, parce que c'est quand même assez rare qu'il y ait des gens qui veuillent qui dorment le jour, encore que ça arrive de plus en plus souvent, parce qu'avec les gens qui travaillent la nuit, quand ils travaillent la nuit, les boulangers par exemple, ou les personnels de santé, quand ils travaillent la nuit, il faut bien qu'ils se reposent le jour. Donc en fait, le tapage nocturne est puni par la loi, mais le tapage diurne aussi. Il faut le savoir, le tapage diurne, c'est-à-dire le tapage en journée. Et pour une discothèque, par exemple, une fermeture administrative de 2 mois, ça peut entraîner une faillite, parce qu'en 2 mois, vos clients, les fêtards, eux, ils vont pas attendre la réouverture. 2 mois, c'est trop long pour eux. Donc, ils iront voir ailleurs. Et le risque, c'est qu'après, ils vous oublient qu'ils ne reviennent plus. Donc, c'est une sanction qui peut être très lourde.
Et du coup, eh ben, on peut comprendre que le conflit soit ouvert entre, parce qu'il y a des enjeux économiques, c'est pas uniquement que des enjeux civiques, hein, de liberté, il y a aussi des enjeux économiques, il y a des emplois dans la balance. Et donc, ben, vous voyez que la loi va devoir arbitrer entre ceux qui veulent être libres de faire la fête la nuit, et puis ceux qui veulent être libres de dormir toujours la nuit. On va finir d'ailleurs sur une affiche qui évoque bien ce conflit des libertés, ce conflit d'usage des libertés. Alors cette affiche, elle a quelques années, mais elle reste d'actualité, enfin moins avec, encore une fois, la fermeture des bars, restaurants, discothèques pour cause de Covid, mais bon, on peut espérer que ces établissements rouvriront un jour. Donc cette affiche, elle a deux émetteurs. Alors j'emploie volontiers le terme parce que je sais que vous êtes censé le connaître. Il est utilisé par les professeurs de français, mais j'ai remarqué au fil des années que vous avez tendance à ne pas en comprendre le sens. L'émetteur, c'est celui qui est à l'origine de l'affiche, enfin du document. Donc ici, il y a en particulier, il y a d'autres acteurs, mais deux acteurs principaux. C'est la préfecture de police de Paris, qui est donc chargé du maintien de l'ordre dans la capitale, et naturellement la mairie de Paris qui est aussi concernée, puisque cette affiche concerne le territoire de la ville de Paris et ses 20 arrondissements. Donc on apprend que la mairie de Paris et la préfecture de police de Paris reconduisent d'un commun accord cet été leur campagne de sensibilisation sur les nuisances sonores des consommateurs installés en terrasse d'un restaurant ou d'un bar, avec comme slogan « Quand vous consommez ou fumez en terrasse, soyez discret ». Alors cette affiche, elle est bien faite, très bien faite, et c'est pour ça que je voudrais l'étudier un peu avec vous. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens attablés, des gens en train de parler, de boire, autour de guéridons, là, bon. Donc on devrait se retrouver en terrasse d'un café, sauf que si on regarde bien, il y a un plancher ou un tapis, on voit un homme dans un lit qui peine visiblement à trouver le sommeil, avec ses pantoufles, avec sa table de chevet, et donc en fait ce qu'on veut vous faire comprendre, hein, c'est que les gens qui sont à la terrasse du café font tellement de bruit que c'est comme s'ils étaient dans la chambre à coucher du voisin d'à côté ou de l'étage, littéralement. Et là où c'est très fort, c'est qu'il y a un traitement graphique qui vous suggère le bruit. Bon, c'est qu'une affiche en papier, donc évidemment vous risquez pas d'entendre le bruit, mais il vous est suggéré par l'impression de flou qui est voulu, hein, c'est pas le photographe qui a raté sa photo. On a flouté les gestes, les visages, pour vous donner l'impression d'un bourdonnement, un petit peu comme une fourmilière, d'une agitation, d'un bourdonnement qui suggère le bruit. Alors que le personnage dans son lit, lui, il est raide, il est fixe, il est immobile comme une statue. Les gens qui sont bruyants sont flous, mais sont aussi plutôt dans des tonalités grisâtres, un peu sombres, alors que le personnage qui lui n'est pas du tout flou et qui est immobile, il est au contraire d'un blanc éclatant. Donc vous voyez qu'on a vraiment joué sur les contrastes pour faire apparaître le conflit des libertés entre l'homme qui voudrait bien dormir et ses voisins qui se fichent éperdument de son sommeil et qui sont en train de prendre du bon temps, sans se soucier de lui. Donc là, on est très clairement dans ce qu'on appelle une campagne de sensibilisation. C'est-à-dire que c'est aussi le rôle de la loi, c'est un rôle un peu pédagogique que je suis en train de faire avec vous d'ailleurs. Je vous explique en quoi il est de l'intérêt de tous et de chacun que chacun respecte la loi, c'est-à-dire au fond respecte la liberté de son voisin. Donc on fait appel au bon sens des gens, à leur sens civique, mais
malheureusement, comme parfois ça ne suffit pas, parce que vous avez des gens qui sont, comme je le disais tout à l'heure, égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt, leur plaisir particulier, qui pour dire les choses un peu trivialement, vous me le pardonnerez j'espère, n'en ont rien à foutre des autres, eh bien pour ces gens-là, malheureusement, la sensibilisation ne suffit pas. Et donc après, eh bien c'est la répression qui prend la place, qui prend la suite. C'est-à-dire que pour les gens qui ne respectent pas la loi et qui ne respectent pas les autres, eh bien donc, la campagne d'affichage rappelle que sont passibles d'une amende comprise entre 150 et 450 euros, eh bien tous les clients qui font un bruit exagéré, plus évidemment le patron du bar ou du restaurant qui est aussi responsable de la bonne tenue de ses clients. Donc, sensibilisation et répression. D'abord la sensibilisation, ensuite la répression, hein, c'est dans cet ordre-là que la loi tente d'arbitrer, comme c'est sa mission, ce qu'on peut appeler les conflits d'usage des libertés. Voilà, et bien écoutez, je pense que nous en avons fini pour aujourd'hui avec cette séance qui est une séance importante, hein, toutes sont importantes, mais celle-là est particulièrement importante parce que je l'espère, elle vous servira, j'espère très modestement, elle vous servira tout au long de votre vie, parce que c'est toujours mieux pour un citoyen de comprendre ce que c'est que la liberté, ce que c'est que la loi et le rapport entre les deux. Donc je vous invite à découvrir et à apprendre et surtout accepter aussi la leçon qui va suivre, et donc je vous donne lecture. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 associe la liberté à la citoyenneté. À savoir que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, ça c'est l'article 1. L'article 2 définit la liberté. En tant que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté ne consiste donc pas à faire tout ce qui me plaît. Et l'État a donc pour devoir de garantir à ses citoyens et citoyennes l'exercice des libertés fondamentales. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon droit est le devoir de l'État. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énumère les libertés fondamentales, liberté de conscience, mais aussi d'opinion, d'expression, d'information, la presse, etc., etc. La loi est l'expression de la volonté générale, selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi a pour but de fixer les limites aux libertés dans l'intérêt général. La loi n'est cependant pas liberticide, c'est-à-dire tueuse de liberté. Elle ne fait qu'encadrer les libertés dans l'intérêt de tous. Elle ne peut pas empêcher ce qu'elle n'interdit pas. La loi est donc requise pour arbitrer les conflits de liberté, fréquents comme ceux de voisinage liés au bruit, par exemple. Voilà. Eh bien, Chewbacca et moi, on vous souhaite une bonne leçon. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle séance consacrée à la liberté, les droits et l'élaboration de la loi en France. À bientôt!